Oui, ça va me faire plaisir de vous présenter l'expérience qu'on a en gestion des eaux pluviales à Victoriaville. Je vais y aller quand même en mode assez turbo avec la présentation. L'idée, c'est vraiment de faire une présentation, de donner différents exemples qu'on a à Victoriaville. Bien évidemment, on pourrait passer beaucoup de temps sur chacune pour les expliquer, mais on va les passer quand même assez rapidement. Euh, en faisant une rétrospective des différentes étapes qu'on a eues à Victoriaville sur l'implantation d'ouvrages de gestion des eaux pluviales, on s'est aperçu qu'on avait eu, disons, trois grandes étapes. Donc, une première qui était plus, c'était nouveau, la gestion des eaux pluviales entre 2011 et 2017 au Québec. Et on est embarqué parce qu'on était attiré par le point de vue innovation, puis on savait aussi qu'on allait avoir des obligations légales qui s'en venaient. Donc, on était assez motivés à ce niveau-là. Puis par la suite est arrivé, bon, dans plusieurs municipalités, il y a des plans de gestion des débordements qui sont devenus presque des exigences. Et il y avait une vision d'avoir une ville plus verte depuis 2017, donc c'est la deuxième grande étape. Et depuis 2020, on est plus avec des approches un petit peu plus structurantes. Donc, je vais vous donner des exemples de chacune de ces grandes étapes-là qu'on a passées à Victoriaville, puis je pense qu'ils peuvent être assez représentatifs de d'autres municipalités. Donc, au début, lorsqu'on y allait avec l'innovation et les obligations légales, on a fait, un des premiers qu'on a fait, c'est un îlot de biorétention dans un projet promoteur qu'on voit ici plus de 10 ans plus tard, donc quand même à maturité, où est-ce qu'on voit que ça s'intègre quand même bien avec le réseau autour. Puis, on voit qu'il y a quand même des bonnes performances au niveau de retenir les contaminants et les débits. Un autre exemple qu'on avait fait au début, c'était avant qu'on ait les exigences du ministère de l'Environnement. On avait fait dans notre écoparc industriel une tranchée drainante. Donc, on voit plus de 10 ans plus tard, qu'est-ce que ça a l'air. Ça fait encore bien son travail. On avait des questionnements à l'époque, comment ça allait fonctionner en hiver, puis on se rend compte que ça fonctionne quand même très bien. L'eau trouve toujours son chemin en dessous de la neige pour se rendre vers l'ouvrage. C'est sûr qu'on n'a pas fait de suivi expérimental, mais j'y passais souvent pour aller voir comment ça fonctionnait l'hiver lors de pluie. On a des bassins de rétention conventionnels qui ont été faits dans nos développements de parcs industriels. On en voit ici des exemples. On essaie de les végétaliser le plus possible là, pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Dans la deuxième étape, des exemples qu'on a fait au niveau du plan de gestion des débordements, on voit à gauche en rouge plusieurs rues qu'on a refait. Le but visé, c'était vraiment de séparer notre réseau qui provenait de l'industriel, le séparer pour ne pas qu'il se mélange aux eaux pluviales et qu'il puisse éventuellement déborder à la rivière. Donc, on voulait vraiment les acheminer directement vers notre usine d'épuration. Et donc, le but, c'était vraiment la gestion des débordements d'eau usée. Et on en a profité aussi lorsqu'on refaisait la rue pour essayer des nouvelles technologies, dont aussi on y a implanté une loupe de rétention, mais aussi du stationnement sur rue, comme on voit sur les photos, avec du pavé perméable engazonné. Donc, c'était une première qu'on essayait, puis qui a bien fonctionné au fil. Là encore aussi, c'était l'hiver qui nous faisait peur, mais à date, ça a bien fonctionné. On a fait un stationnement écologique qui a eu le niveau performance, qui a atteint le niveau performance pour un stationnement éco-responsable en 2021, le stationnement Pierre-Laporte, où est-ce qu'on a fait un suivi expérimental. Puis, on a vu qu'il y avait vraiment des bonnes performances. Le suivi expérimental a été fait avec l'INRS. On voit sur l'échantillon à droite que scolaire l'eau qui passe à travers un îlot de biorétention versus le P4, ce qu'elle pourrait avoir l'air s'il n'était pas traité. Donc, c'était vraiment un échantillon sur place pas traité versus un échantillon sur place traité après avoir passé dans une biorétention. Donc, on voit vraiment l'impact que ça peut avoir. Et il y a eu beaucoup de vérifications d'impact qu'il y a eu. Puis on voit vraiment que, la diminution au niveau des charges et aussi au niveau de l'hydrologie. On a aussi dans cette période-là
fait un grand projet dans un secteur au complet où est-ce qu'on est allé mettre des nous engazonnés sur l'ensemble du secteur, qui est un secteur un petit peu plus, un secteur un petit peu plus local. Et voici ce que ça peut donner. Depuis 2020, je vous disais qu'on avait une approche qui était un petit peu plus structurante. Notamment, on est avec une cohorte de municipalités dans le programme d'excellence en gestion des eaux pluviales de Réseau Environnement. Donc, ça nous permet, c'est une communauté de pratique entre municipalités qui nous permet d'échanger sur nos bons coups, nos échecs aussi. Donc, pour essayer de ne pas répéter des erreurs qui se sont produites, pour répéter les bons coups. Ce qui est bien, c'est que ça demande un engagement du conseil d'aller en ce sens-là. Donc, déjà, on va chercher une certaine légitimité. Puis, ça nous permet aussi d'avoir des étoiles à la fin de l'année selon nos performances. Donc, c'est une belle reconnaissance qu'on peut avoir via ce programme-là. On a modifié notre réglementation des eaux depuis 2 ou 3 ans. Puis, on est allé avec des mesures qui peuvent être assez conventionnelles sur la gestion des débits. Mais on a aussi rajouté en même temps une obligation pour les parcelles privées d'infiltrer les 5 premiers millimètres de pluie. Ça, c'est en lien avec notre plan de gestion des débordements, parce que ça nous confirme que ça n'augmente pas à ce moment-là la fréquence des débordements occasionnés par ce développement-là, selon nos données à Victoriaville. Donc ça nous permet vraiment de travailler sur les parcelles privées puis d'y aller avec un changement de paradigme dès la conception. Euh, Dernièrement, on a fait un plan de mise en place d'infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales qui consiste, encore là en mode turbo. On a établi un indice de gestion optimale des eaux pluviales qui permet de valider les performances d'une municipalité au complet au niveau de la gestion des eaux pluviales. Donc, l'idée, c'est de pouvoir établir notre performance actuelle, de se donner des cibles, puis de pouvoir le suivre dans le temps. On a aussi catégorisé nos différentes rues selon l'espace qui était disponible dans le pavage. Des fois, on a du pavage trop large. Et aussi dans les surfaces engazonnées en bordure de rue qui appartiennent qui sont dans l'emprise de rue, ce qui nous a permis d'avoir des cartes de toute la ville avec le type de rue qu'on peut avoir. Et pour chacun des types de rues, on s'est fait les options qu'on peut avoir pour y implanter des infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales. Donc, l'idée, c'est d'arriver en début de projet. On sait qu'on a un projet à faire sur la rue X. On regarde des options qui sont à notre disponibilité, puis on voulait avoir vraiment un cahier des options qui était graphique pour pouvoir aller voir les citoyens aussi, puis aller voir s'il y a euh, des problématiques potentielles d'acceptabilité sociale dans cette rue-là. Au début, l'idée, c'est d'y aller petit à petit, puis de voir dans les rues qu'il y a le plus de réticence. L'idée, c'est pas nécessairement de pousser, mais d'aller choisir les rues où est-ce que ça va être plus accepté. Et de cette façon-là, petit à petit, ben, d'essayer de changer le paradigme de gestion des eaux pluviales qu'on peut avoir dans les municipalités. Faut que je donne des exemples encore de différents cahiers des options avec des vues 3D pour que ça soit bien clair pour les citoyens qui puissent bien voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air comme produit. Et ce plan-là, ben, on était bien content d'avoir, au dernier gala de l'UMQ, on a remporté le prix Joseph Baudouin, qui était le gros prix de la soirée. Donc, on était très contents. Puis nous autres, c'est le fun parce que ça nous donne la légitimité lorsqu'on va voir les citoyens. C'est un plan qui est reconnu, puis qu'on met en application à ce moment-là. Et on a déjà commencé à l'appliquer. L'idée du plan, c'est vraiment de prendre toutes les opportunités qu'on a si on a des, euh, des travaux de construction dans une rue pour remplacer les conduites, mais on en profite pour refaire aussi la surface et d'intégrer des infrastructures vertes. On en profite pour en mettre aussi dans notre projet de pavage récurrent chaque année, dans nos projets promoteurs, puis toutes les autres opportunités qu'on peut avoir. Puis rapidement encore, euh, voici quelques projets qu'on avait choisis. On a commencé à l'implanter dans notre projet de pavage en 2023. On avait vraiment choisi des endroits où est-ce que c'était le plus facile. Il n'y avait pas nécessairement de voisins à proximité ou qu'il y en avait un seul qui pouvait être institutionnel. Et on a choisi des endroits aussi qui étaient passants. Donc, après ça, on peut s'y référer lorsqu'on arrive dans d'autres rues pour dire, regardez, lorsque vous passez sur telle rue, ben, vous avez juste à regarder à droite, puis vous allez avoir un exemple de ce de ce qu'on veut faire ici. Donc, premier rue de la Grande Place,
Le défi, c'est de passer à travers le trottoir. Donc, là, on est allé avec une technique que je pense pas qu'on va réutiliser parce qu'en fait, on arrive trop bas de l'autre côté, puis ça a trop l'air, on trouvait, d'un fossé plus que d'une petite dépression. Un autre endroit où est-ce qu'on a changé, avant, c'était une bordure qui délimitait une rue avec un stationnement, mais on l'a élargi, puis on a permis à l'eau d'y être acheminée. Et en troisième lieu, c'est celui que je trouvais qui s'intégrait le mieux. C'était en bordure d'une épicerie. C'était déjà un îlot qui était existant, qu'on a seulement élargi puis qu'on a rabaissé un petit peu. Donc, on voit le résultat. Bref, on est passé par trois grandes euh, étapes à Victoriaville, comme je pense dans d'autres villes au Québec. Puis on voit vraiment que c'est un changement de paradigme au niveau l'acceptabilité des citoyens. C'est important qu'ils soient bien informés. Et aussi au niveau de l'expertise à développer. Là, on le voit, on y va tranquillement aussi dans l'implantation parce qu'on voit que les firmes ont de l'expertise à développer. Nous aussi, à l'interne, on doit la développer. Donc, on essaie d'y aller petit à petit pour démontrer les bénéfices, puis avoir des exemples sur lesquels on peut se baser pour des futurs projets. Voilà.